Et c'est parti les gars. Salut Alex. Salut les gars. Salut. Ouais, salut à vous deux. Eh ben merci à nouveau d'avoir accepté l'invitation. On a plein de questions à te poser. Et, et aussi on aimerait que, si tu le souhaites, que tu te présentes à tous les gens qui ne te connaissent pas encore. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît pas. Déjà, merci à vous pour l'invitation, c'est trop cool. Ouais. Bravo pour votre taf aussi, je vous l'ai déjà dit en off, mais c'est vraiment cool. Et ouais, continuez. Ouais, c'est important d'avoir des retours comme ça nous fait vraiment du bien, c'est ça qui nous booste, quoi. Ouais. Trop cool. Yes, super taf vraiment. Pour ma part, du coup, ancien joueur de poker, j'ai joué pendant 6-7 ans. Pour la faire courte, globalement, en heads up sit and go d'abord. Après, j'ai fait la transition vers les spins dès que c'est apparu sur le FR. J'ai été sponsor par Eurosport Poker à l'époque et par Unibet. Ensuite, il y a eu le projet Spinelli. C'est arrivé à une époque où globalement, j'avais un peu moins envie de jouer. Au-delà de l'envie, le poker devenait aussi beaucoup plus compliqué avec l'apparition des solvers, une manière de travailler qui était totalement différente. Et donc le projet Spinelli est arrivé pile à ce moment-là, un moment aussi où je suis parti aux Philippines. Donc vraiment, c'était un genre de nouveau contexte qui a fait que j'ai stop, en tout cas professionnellement, et je me suis lancé dans le projet Spinelli en tant que coach mental avec aussi d'autres rôles, stable manager, etc. J'avais un peu des tâches assez transversales. Du coup, ça c'est depuis 4 ans globalement. Donc depuis 4 ans, il y a le projet SE où je suis maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, principalement coach mental. J'ai moins de rôle chez Spinelli, mais je suis aussi manager de Spin for Win que Spinelli a donc racheté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà un peu mes 2 rôles à l'heure actuelle. On va dire coach mental pour Spinelli, même si je commence à développer mes projets en solo à côté. Ouais. Et manager Spin for Win, où c'est un gros projet et c'est très cool également. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu pourrais simplement rapprocher ton micro parce qu'il semblerait que malgré que j'ai mis tous les curseurs à fond, on t'entend un petit peu moins que nous. Ok. Ouais. Ouais, là on entend mieux là. C'est bon? C'est super, ouais. Ok, désolé. Du coup, je me demande à quoi ressemble au quotidien d'un manager d'un site comme Spin for Win. C'est toi qui relance les coachs pour leur fixer un planning de sortie de vidéo, etc. C'est toi qui traite l'information forcément, les partenariats. Pour le coup, là, vraiment, dans le fait de relancer les coachs, de publier les vidéos, etc., on a Dotmec qui bosse à ce niveau-là. Ah ouais. L'idée d'un manager, ou en tout cas de comment on est organisé chez Spin for Win, c'est vraiment de l'idée, le projet. Alors, je suis évidemment pas seul. Je vais être, on va dire, force de proposition. Je vais quand même globalement gérer la chose, mais je suis jamais solo dans les décisions. Pourquoi? Parce que déjà il y a des fondateurs qui sont au-dessus. Ouais. Donc même s'ils sont pas investis totalement dans le projet, ils ont mis l'argent, on va dire, et les décisions, les grosses décisions, il faut les faire valider obligatoirement. Et sinon c'est juste du management de manière générale. Donc on va dire peut-être lancer un projet, ensuite peut-être mettre en lien les développeurs web avec les graphistes, avec le community manager potentiellement, ou encore une fois ces personnes qui vont gérer les vidéos derrière. Enfin, c'est vraiment des tâches assez transversales et c'est de la gestion de projet en fait pure et dure en mode chapeautage un petit peu et voilà. Je pense que j'ai répondu de manière claire à la question. Ouais, c'est top. En général, j'ai l'impression que les joueurs de poker qui sont capables d'avoir ces doubles casquettes, voire ces triples casquettes, qui sont capables d'entreprendre, c'est des joueurs qui sont très curieux aux tables, qui sont en général très techniques, qui sont capables justement de progresser. Et j'espère que c'est ton cas. L'interview nous montrera par la suite, j'imagine. Ouais, en tout cas, après, moi, je vieillis aussi, mais ouais, j'ai vraiment cette vision que, en fait, bon, je vais peut-être aborder un thème qui est déjà un peu particulier, mais le poker, pour moi, c'est cool, mais ça, déjà, pour moi, c'est pas que c'est pas viable long terme, c'est que, même d'un point de vue stabilité psychologique, émotionnelle ou juste je pense que c'est pas cool de faire que ça globalement. C'est bien d'avoir ça comme projet pendant 5, 6, 7 ans, d'amasser un masse de thunes, tu peux faire 1 million, 2 millions avec le poker, très bien, fais-le. Mais au bout d'un moment, ça me semble naturel une fois passé la trentaine et tout de développer d'autres projets, d'essayer d'entreprendre des choses.
Et voilà, si tu me dis, ouais, tu vis du poker de 20 ans à 50 ans, même si tu me dis que tu gagnes 100K par an, je veux pas, en fait. C'est juste au bout d'un moment, bah, après 10 ans, je ferai autre chose et quitte à gagner moins d'argent au départ, je prendrai plus de risques, je sais pas, mais c'est un peu, c'est pas que c'est un jeu de débile, c'est pas vrai, mais je veux dire, faire ça pendant 30 ans, c'est chaud quand même, quoi. Ouais, le mec qui fait ça pendant 30 ans, j'aimerais bien voir sa tête à la fin et j'aimerais bien voir Ouais, c'est ça. comment il est pas, Bah, le problème, c'est l'équilibre. C'est ce que demandent d'ailleurs les gars dans les équipes. Ils veulent que t'aies pas que ça. Parce que déjà, pour purger la tête, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui se lâchent dans le sport ou dans d'autres choses. Alors, selon les âges, c'est plus dans le sport, mais si t'as pas quelque chose pour te défouler à côté, déjà, pour te dire, ouais, tu peux pas. Rester le poker 24 heures sur 24, tu deviens fou, quoi. Ouais. Non, clairement. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, alors, même si ça commence un peu à se démocratiser, mais il y a quand même très, très peu de structure dans le poker et contrairement à un joueur de football où peut-être il va rentrer dans un centre de formation, ensuite il va être encadré, il y a un staff, il y a tout un truc et il va avoir sa carrière où en fait, il va être quand même cadré. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas besoin de réfléchir à comment gérer son argent, comment gérer son emploi du temps, comment gérer, enfin, X choses. Et nous, les joueurs de poker, c'est des mecs qui ne sont pas entrepreneurs de base, donc qui n'ont pas cette vision-là, qui savent juste gagner de l'argent aux tables, mais toute la macro-gestion et la gestion en fait de leur vie, de manière générale, qu'elle soit encore une fois d'ordre financier ou peu importe, bah en fait c'est un peu ridicule et c'est le néant. Et c'est aussi pour ça que globalement, dans cette forme-là, en tout cas, c'est pas viable de faire de jouer au poker pendant 10 ans, 15 ans, etc. Je trouve pas que ce soit une bonne chose, à moins que tu arrives à te structurer. Pour terminer, voilà, ça se fait peut-être de plus en plus, mais ça reste quand même un peu anecdotique des mecs qui sont vraiment très très bons là-dedans, quoi. Au-delà juste de jouer et d'être fort techniquement, quoi. Les structures au niveau international, j'en ai vu quand même des belles en termes d'organisation, de support, de soutien. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au niveau mental et même physique, parce qu'il faut tenir comme les sessions. Mais au niveau FR, je trouve qu'on est encore à la bourre. Par rapport à ce qui se fait, ce qui est dommage. Et encore, ce qui se fait, il n'y a pas que du top, quoi. Donc, ouais, j'espère que ça va se mettre en place tout doucement, tout doucement. Je vois les Espagnols, on en parle souvent, mais ils sont à fond. Ouais. On a mis ça les coups d'entre eux. Donc, c'est vraiment impressionnant les équipes, les teams qu'ils ont. Brésiliens aussi, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, ouais, j'espère qu'en France, ça va se développer tout doucement ces structures-là avec vraiment des supports à tous les niveaux. Et mental, c'est hyper important, quoi. Ouais. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord. C'est ce qu'on essaye de faire un peu plus avec Spinelli aussi maintenant. J'ai envie de dire qu'au départ c'était plus du stacking, coaching, et là il commence à y avoir un genre de renouveau et cette compréhension sur le fait que encadrer un joueur, c'est pas juste lui donner de l'argent et lui donner des cours, mais que c'est bien plus que ça, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont 19, 20 ans, qui arrivent, qui arrêtent leurs études, etc. Et encore une fois, même si t'es bon et que tu gagnes 100K ou 200K par an, bah en fait c'est loin d'être suffisant en réalité pour avoir un plan de carrière viable à 15 ans ou à 20 ans, quoi. Mais ça, ouais, la détresse mentale dans plein de joueurs, on en reparle parce que on l'a vu énormément, quoi. Et il y a beaucoup de gens, c'est un sujet tabou. C'est le sujet, faut pas trop en parler. Le poker, c'est que fun. Non, il y a plein de gars qui sont en grosse détresse, qui comprennent pas parce que tout le monde parle que de quand ça marche. Et, non, mais c'est clair. C'est pour ça que moi je supporte pas quand les gars on partage les graphes, tout ça, parce que ça veut rien dire. Déjà, les gars ils vont jamais partager quand ça se crache. Et ça crée un impact mental chez tout le monde, c'est impressionnant, quoi. Ouais, non, mais clairement. Bah, c'est vrai que, en France, quand on regarde, ça fait cliché de dire ça, mais clairement, on retard sur beaucoup de choses. Si on parle de préparation mentale, je pourrais dire que ce soit dans le poker ou dans d'autres sports, ça commence. Dans le tennis, ça va, c'est assez implanté. Mais aux États-Unis, enfin, quasiment toutes les équipes sportives, quel que soit le sport, ou alors les performeurs individuels, ont généralement dans leur staff un coach mental, ou en tout cas un coach de performance. Et en France, c'est très tabou parce qu'on dit ça à la psychologie, et la psychologie, bah il faut pas en parler. C'est comme quand on dit je vais voir un psy, ça semble être chelou, genre t'es malade ou quoi que ce soit. Mais non, tu vois, moi je pense être relativement sain d'esprit et je suis content d'aller chez le psy régulièrement pour discuter de plein de choses en fait. Et c'est ok, quoi. Genre j'ai aucun problème avec ça. Mais j'aime bien aussi la nuance que tu as dit tout à l'heure quand on parlait avec Germain. Coach performance plutôt que coach mental, parce qu'au final, c'est un ensemble. Mental, je trouve coach performance, c'est plus ça, parce que
l'aspect performance dans le poker, on commence à en parler de plus en plus là, parce que ça englobe aussi la logistique, la manière d'approcher les sessions, la manière de sortir des sessions, parce qu'on n'en parle pas, mais quand tu finis tard le soir après pour te coucher, bonjour. Exactement. C'est plein de choses comme ça, plein de détails, mais qui deviennent hyper importants. Et c'est des trucs, moi je l'ai beaucoup entendu, ou des joueurs aztèques français, ou sinon des joueurs internationaux. Ouais. Et dans le quotidien du français, j'en entends pas encore trop parler. Mais bon, ça vient doucement, quoi. C'est vrai que pour ceux qui sont pas trop initiés. Ouais, pardon. Ah, désolé, je vais juste rajouter que pour ceux qui sont pas initiés justement à la performance, alors disons les joueurs de mid-stake par exemple, quand on leur propose de faire appel à un coach mental, dans leur imaginaire, ou en tout cas c'est le cas pour moi, c'est parce que j'avais un leak à corriger. C'était simplement pour corriger un leak. Et ne tiltant pas spécialement mental, ou en tout cas n'étant pas objectif sur le fait que je tiltais et tout, je résumais le mental à la gestion du tilt. Mais c'est incroyable de penser comme ça, maintenant que je me rends compte. C'est vraiment l'effet de Dunning-Kruger, quand on n'imagine pas les tenants et les aboutissants de ce que ça peut nous apporter, et donc du coup, on n'ose pas y aller. Et du coup, coach de performance, c'est beaucoup plus parlant, et probablement que tu enseignes la même chose quand tu te dis coach de performance et coach mental au poker, et un simple mot peut changer l'approche que les gens pourraient avoir. C'est incroyable. Ouais, totalement. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que c'est presque comme si on n'avait pas choisi ce terme, en fait. Voilà. Il y a eu des coachs mentaux dans le poker, on ne sait pas pourquoi. C'était coach mental. Et déjà, il y a une connotation assez péjorative. On a l'impression que c'est un peu, alors potentiellement ésotérique ou je ne sais quoi, et deux, en mode, de toute façon, t'es pas psychologue, t'es pas psychiatre, et t'es coach mental en mode quitter pour nous aider à aller bien mentalement, quoi. Mais en fait, c'est un peu pété cette vision, parce que clairement, c'est pas ça. Moi, je suis absolument pas psychologue. Enfin, je vais passer mes diplômes bientôt, mais c'est pas mon taf à l'heure actuelle. Mais globalement, ouais, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, et pourtant, je pense commencer en tout cas à être un bon coach, pas mental, du coup, coach de performance dans le poker. Et en effet, sans trop aller loin pour l'instant, mais ça va bien au-delà du mental, dans le sens où on peut parler de macro-gestion, on peut parler d'organisation, parfois on peut même parler d'environnement familial. Ça m'est arrivé une fois en coaching, en fait, de faire un coaching avec la meuf du mec pour qu'elle me parle un peu de lui, et que en gros, alors je suis absolument pas thérapeute de couple non plus, mais en fait le poker prenait une telle place dans sa vie qu'on a essayé de discuter de tout ça. Et finalement, ça a été super positif. Donc moi, je suis vraiment ouvert à ce genre de choses, sans évidemment prétendre apporter des choses que je ne maîtrise pas. Si je vois que ça sort totalement de mon cadre, bah, je ne veux pas faire le fou là-dessus, bien évidemment. Mais ça va vraiment au-delà de ça. On peut parler du sommeil, on peut parler même j'ai des bonnes bases en nutrition, en sport. Et c'est ce cadre, en fait, qui est ultra important. Pardon. Ouais, tu vois vraiment le joueur de poker, si vraiment il veut progresser, j'entends performer, vraiment qu'il attaque tous les aspects, quoi. Ouais, en fonction de ses ambitions, évidemment. Si le mec me dit, moi, je veux juste gagner 2000 balles par mois au poker et c'est pas ma priorité absolue, j'ai d'autres business, etc. Ben on n'est pas obligé de tout mettre en place. Enfin, voilà, je suis pas un mec qui va venir directement imposer ma vision de comment tu dois performer dans le poker. Juste, je vais t'écouter et ensuite on discute. Mais en tout cas, pour un mec qui a des énormes ambitions, je pense que oui, tout ce que je viens d'évoquer, c'est ultra important. C'est même non négociable, en fait, en réalité. Tu nous as parlé, ouais, que t'allais passer un diplôme de psy, et j'ai cru voir aussi que t'avais quand même un super CV à ton actif en termes de diplôme, justement. Est-ce que tu veux nous les rappeler, si c'est son importance? Ouais, franchement, ce diplôme, il a un peu pété, hein, pour être honnête. Ouais, d'accord. Bah, en fait, très, très honnêtement, l'idée, c'est que moi, je suis arrivé, donc, au début, ils ont lancé Spin Elite, on avait peut-être 5-6 joueurs, hein, seulement. Et, j'ai joué pendant 7-8 ans, et j'ai quand même toujours eu une énorme appétence pour cet aspect mental. Genre, parce que je suis moi-même passé par des phases absolument délirantes, et au bout d'un moment, je me suis remis en question, etc. Et que ce soit d'un point de vue, on va dire, engranger les informations théoriques ou expérimenter certaines choses, ça m'a toujours fasciné. Donc, en fait, Spin Elite s'est lancé. Et j'ai dit, les gars, moi, je peux vous aider sur l'aspect mental. Voilà. Et donc, ça a un peu commencé comme ça. Après, on va dire que pour légitimiser ma position, j'ai passé une formation d'1 an en préparation mentale et psychologie du sport.
en fait, qui était bien structurée, mais honnêtement, maintenant, après 5 ans d'expérience, elle me fait beaucoup rire, cette formation. Et je me dis que tout ce qui était là-dedans, franchement, c'est un peu éclaté. Très, très honnêtement. Ça, c'est pas des choses que je vais utiliser maintenant. C'est bien parce que ça apporte un petit contenu théorique et on va dire que ça vient, ça vient juste légitimiser potentiellement et concrétiser certaines idées que tu pouvais avoir. Mais ouais, c'est pas des data ou des choses que j'utilise beaucoup maintenant. Alors peut-être que je me rends pas compte parce que c'est loin, mais j'ai beaucoup plus appris déjà de manière empirique, via j'ai dû faire, 500 heures, 1000 heures de coaching, j'en ai aucune idée, mais énormément d'heures. Et maintenant, avec tout ce qui se fait sur Internet, j'ai des mentors online un peu, et c'est des mecs qui m'apportent 100 fois plus que les formations que j'ai pu. Yes. Par exemple. Je kiffe trop, par exemple, un mec qui s'appelle Andrew Huberman. Oui. Non, mais je l'ai partagé sur le Discord. C'est le boss. C'est vraiment le boss. Et je pense que j'étudie Huberman comme tu peux étudier en cours, quoi. Je vais revoir toutes ses vidéos, je vais tout capter, je vais aller regarder ses liens vers les études, etc. Et c'est ma source d'information un peu principale. Et après, ça peut être beaucoup d'autres choses, même d'un point de vue philosophique. Par exemple, je sais pas, c'est tout bête, mais le précepteur sur YouTube qui est absolument incroyable. J'ai pas d'autres noms comme ça qui me viennent, mais en tout cas, voilà, toutes les infos que je vais trouver soit via les études, soit via YouTube, soit juste en allant chercher moi-même maintenant avec avec ChatGPT, etc. Ça rend l'information d'autant plus accessible et c'est encore plus cool. Mais voilà, il y a comme une forme de pour conclure d'auto, on va dire formation. Ça peut paraître prétentieux, mais je pense pas que ça l'est parce que maintenant tu as tellement tout à disponibilité que dès que tu fais les efforts, tu peux t'auto-former. Et que pour moi c'est bien plus puissant que beaucoup de formations qui sont déjà toutes faites ou quoi que ce soit, en tout cas pour la préparation mentale. Si tu veux faire médecine, évidemment, fais les études qu'il faut, tu vois. Ouais. Et que tu vois le plus justement mentaux dans les différents sessions de coaching que tu as pu voir, c'est quoi? C'est varié, c'est plutôt précis? Les leaks. Ouais, les leaks, quand je dis les leaks, les problèmes d'approche ou mentaux que peuvent avoir. Alors, quand je dis mentaux, c'est large, j'aime pas le terme mental. Mais on va dire tout ce qui est aspect mental et logistique que tu vois, organisation. Les barrières à la performance, en fait, les barrières à la performance que tu retrouves chez la plupart des joueurs. À quel niveau tu peux aider le plus dans ce que tu vois les joueurs? En fait, ce qui est fou à dire, c'est que je pense que dans 80%, voire 90% des coachings, c'est comme si tu avais besoin que de 20% de tes compétences de coach mental. Parce qu'en fait, les leaks, ils sont tellement gros, c'est tellement des trucs évidents, encore une fois, par manque de structure, en fait, chez les joueurs, que tu vas juste les aider sur des bases, 80% du temps, même des joueurs high stakes. Parce que ils ont pas d'organisation, ils jouent à n'importe quelle heure, fatigués, pas fatigués, ils mangent n'importe quoi, ils font pas de sport, et après ils viennent se plaindre qu'ils sont usés, que machin, etc. Viens, on revoit déjà tout ça, et ensuite on discute, en fait. Il y a plein de mecs qui me disent, ok, j'ai des problèmes de concentration. Ok, juste parle-moi de ton sommeil. Ouais, il est éclaté. Une fois, après je me couche là, et je vais voir un Twitch à 4 heures du mat, et après je m'endors vraiment quand j'ai les yeux rouges. Forcément, tu vas avoir des soucis de concentration, tu dors très mal. C'est la base de la performance, elle est dans le sommeil. Je te parle même pas de nutrition ou quoi, elle est dans le sommeil. Donc, viens, on discute de ça. À quoi bon aller faire des exos spécifiques sur la concentration, etc. Si en fait on sait que tes leaks actuels à ce niveau-là sont inhérents à 80% à ton sommeil. Juste, voilà. Donc c'est là, ça rejoint le fait que je disais les joueurs manquent de structure. 80%, voire 90% des joueurs que j'ai sont pas bons là-dessus, mais pas du tout. Et je pense que tu parlais d'effet Dunning-Kruger, je sais pas si on peut le lier à ça, mais les joueurs se rendent pas compte, en tout cas pour eux, ils sont forts techniquement et basta. Et il y en a même, c'est dur à leur faire comprendre que c'est important parce qu'ils sont tellement forts techniquement qu'ils vont faire des années tranquillement à 100K, 200K. Qu'est-ce que tu vas aller faire comprendre à ce gars, en fait, qui peut gagner 400 s'il fait les choses bien? Il s'en fout, il fait n'importe quoi, il gagne 200K. Et ça, le poker, c'est le seul milieu où c'est possible. Le seul. Tu parles à un sportif quelconque, il peut pas, en fait, performer s'il a pas tout ce que je viens de dire. Le poker, il y a que là. Où en fait, on a l'impression que c'est la Dolce Vita parce que juste t'es fort techniquement. Mais c'est un spectre, je pourrais faire x2, x3.
C'est marrant quand je t'entends dire ça, je pourrais me faire l'avocat du diable en me disant, justement, peut-être que c'est l'une des disciplines où au final, les compétences les plus primordiales sont la technique et la clairvoyance, parce que si certains y arrivent, et en plus, mais par contre, on peut toujours spéculer sur des gains qu'ils auraient eu s'ils avaient été au top, effectivement, mentalement. Mais je pense que les gens, ils capitalisent sur leurs compétences innées. Et du coup, dès qu'il faut déconstruire ou dès qu'il faut acquérir de nouvelles compétences, c'est compliqué. Et le coaching de performance ou tout ce que tu instruis, c'est pas dans nos gènes en tant que joueur de poker, parce que quand on vient au poker, c'est qu'on est des gamblers à la base. Alors pas tous, je fais des généralités, mais c'est qu'on manque de discipline et que c'était une voie de garage à un moment donné dans laquelle on s'est engouffré et dans laquelle on s'est épanoui. Ouais. Épanoui, c'est peut-être même un grand mot, tu vois. En tout cas, c'est la facilité. Ouais. C'est genre, tu vois, pour beaucoup, on va pas se le cacher. C'est genre, j'ai pas fait d'études, j'ai pas réussi dans mes études, j'ai rien entrepris jusqu'ici, etc. Je découvre le poker, c'est pas trop compliqué, et j'arrive à gagner un peu d'argent. Et à partir de ce moment-là, très bien. Genre, mais encore une fois, c'est le seul domaine où c'est possible. Je vois pas d'autres choses, même en trading, etc. Maintenant, je vais pas parler de crypto ou quoi que ce soit, parce que là, on est beaucoup plus sur du gambling que du poker. Bon, on peut quand même, voilà. Mais, enfin, ouais, pour moi, c'est juste délirant. Et pour répondre à ta question, alors, peut-être que je mettrai un peu de nuance dans le sens où ces propos-là, ils sont encore valables, mais ils le sont peut-être moins qu'à 10 ans. Ouais. Parce que déjà, la concurrence, elle est plus forte, et peut-être que ces aspects mentaux, organisationnels, management vont être d'autant plus importants pour faire la différence, surtout quand tu joues haut. Et après, je dirais aussi que, mine de rien, peut-être ces mecs qui n'ont pas besoin d'aucune structure, etc., qui sont tellement forts techniquement, ça représente quand même que peut-être 5% du field. Mais et l'argument que j'aurais sur ces gars-là, c'est juste que déjà, enfin, je m'en fous, moi j'ai rien à vendre, fais ce que tu veux de ta vie. Mais globalement, c'est dommage parce que tu fais une année à 200, en fait, tu pourras en faire une à 400 ou à 500 si tu focusais sur tout ça. Donc libre à toi, hein, mais c'est dommage. Et je pense que l'épanouissement aussi serait plus important, et du coup, il serait d'autant plus d'attaques pour rattaquer une nouvelle année. Il ne burn-outerait pas. Et c'est important pour ça, comme on parle aussi de la concentration profonde. Le bien-être qu'on ressent quand on est dans cet état-là, c'est incomparable, quoi. Et c'est clair. Et on parle même pas de longévité ici. Parce que si t'as un lifestyle complètement éclaté, mais que t'es bon techniquement, tu vas jouer 1 an, 2 ans. Mais si tu réfléchis pas à 10 ans, t'es mort dans le game. Et 1 an, 2 ans, si t'as rien géré financièrement, t'es juste fort techniquement. Combien on a vu de mecs comme ça, trop fort, mais qui crament tout leur argent et qui se retrouvent à 23, 24 ans, où en fait, épuisés parce qu'aucune gestion énergétique, ce que tu veux, qui n'ont plus les compétences potentiellement, qui n'ont plus d'argent parce qu'ils ont fait de la merde. C'est bien, mec, t'as gagné 2 millions d'euros au poker, mais maintenant, good luck, parce que t'as pas fait d'études, t'as rien fait, et bonne chance. Vraiment bonne chance à toi. Ouais, pour rebondir là, c'est chaud, hein. C'est d'ailleurs, ce que certains invités ont dit, c'est que, en fait, le meilleur, tu vas nous dire, hein, si t'es ok avec ça, mais le meilleur élève pour les coachs, technique ou performance ou peu importe, sont plutôt les trentenaires qui ont déjà fait face à des échecs et qui ont beaucoup plus de motivation pour y arriver parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont plus de responsabilités, alors que le jeune de 20 ans, lui, veut beaucoup plus exploser en vol. Et... Ouais, c'est possible. Après, si t'as une famille et tout, faut faire gaffe aussi, parce que si c'est pour te créer des embrouilles par rapport à ton lifestyle, attention. Je sais pas, moi j'ai une petite fille de 2 ans, j'ai vu qu'au marché noir ça coûtait un peu de sous, donc je me dis que ça me donne l'assurance de pouvoir m'en sortir si je me broque. Donc ça va, c'est comme ça que je me dis. En fait, faut toujours être objectif, faut voir les bons côtés des choses. Ouais, honnêtement, enfin, déjà moi je pense qu'il y a un petit biais dans le sens où parce que je lance seulement mon activité en solo maintenant. Avant j'étais exclusif pour Spinelli, je pouvais pas coacher à l'extérieur. Et du coup, je suis un peu biaisé dans le sens où tous les mecs qui sont chez Spinelli, ils ont déjà été recrutés de base. C'est déjà des mecs, je dis pas qu'ils sont forts, c'est pas ça, mais ils sont quand même dans un mood et une réelle volonté de cadrer et progresser. Et donc, c'est peut-être plus facile de coacher ces mecs-là. Et du coup, j'ai moins ce truc de 30 ans, 20 ans, etc. Chez Spinelli, j'aurais peut-être même dit l'inverse, qu'un mec de 30 ans, c'est plus compliqué parce que il a déjà tout son background, il a trop de pensées limitantes, il pense, alors qu'à 20 ans, tu peux encore, réfléchir à tout ça, ils sont plus ouverts d'esprit. Mais, sans contredire ce que tu dis, peut-être juste parce que mon biais, enfin, ma vision, en fait, elle est intra-Spinelli. Et après, j'ai oublié la suite, s'il y avait une deuxième question, désolé. Non, en tout cas, le jeune de 20 ans qui a compris qu'il avait besoin d'un coach de performance ou qui l'écoute pleinement, c'est qu'il est déjà hyper ouvert d'esprit.
Et ceux qui ont dit que les jeunes de 20 ans avaient plus de risques de ne pas y arriver, c'est les coachs qui en général sont contactés, tu vois, dès que la personne veut professionnaliser sa démarche. Tu vois, toi par exemple, le professionnel, le smicard entre guillemets du poker ne va pas te contacter directement, même s'il devrait en fait. Il va d'abord contacter un coach technique, quelqu'un qui fait du live play sur YouTube et où la personne peut mesurer ce qu'il peut lui apporter. C'est clair. Et toi, tu gères des joueurs aguerris déjà. Ouais. Non, mais c'est clair. Enfin, je suis totalement d'accord. Et même à haute échelle. Par exemple, il y a une petite anecdote. Donc moi, chez Spin Elite, on a eu moi, en gros, chez Spin Elite, je peux pas coacher. Je coach pas des limites trop basses. Ouais. D'un point de vue mindset. Alors, il y a une notion de rentabilité, probablement derrière, en mode, peut-être que c'est pas value de coacher des mecs, ils ont pas besoin de ça. D'abord, faut qu'ils apprennent les fondamentaux techniques, etc. En fait, je suis d'accord avec ça. Un mec qui connaît pas ses ranges, peu d'intérêt à faire du coaching mental. Enfin, quoique, je vais y revenir après, mais en effet, d'abord, apprends tes ranges, apprends les bases du poker et ensuite on discute. Par contre, une fois, j'ai eu une discussion avec le fondateur de Spin Elite, un des fondateurs, Raph, que vous connaissiez, je sais pas, peut-être. Ok, bon, mais d'ailleurs, bon, on verra si vous pouvez l'inviter en interview, mais c'est un mec vraiment génial. Globalement, ce gars a été coaché donc par comment il s'appelle, un top coach Elliot Rowe, un top coach mondial. Ouais. Voilà, donc il a été. Donc Raph, c'est au-delà d'être fondateur de Spin Elite, il joue très très haut. Il a défoncé tout Poker FR en spin. Enfin, c'est top 3 FR en spin. Enfin, vraiment pas pour le saucer, mais c'est clairement le cas. Okay. Et en fait, ce gars-là, donc quand on a discuté de comment j'allais mettre en place mes coaching mental, il m'a dit, en fait, j'ai vu un peu avec Elliot Rowe et lui pense que c'est pas nécessaire de coacher des mecs en low stakes. De toute façon, voilà, l'approche mentale, ça se fait que après, etc. Et c'est une vision que je ne partage absolument pas. C'est pas que j'ai subi cette décision, mais au départ, j'étais là en mode, ah ouais, ok, je comprends. Et on a eu cette discussion il y a 3 ans maintenant, et 3 ans après, je la partage absolument pas. Parce que si tu arrives justement à avoir ce double apprentissage, apprends tes ranges et en même temps, tout de suite, on te met un cadre, on réfléchit à tes objectifs de manière solide et tout. En fait, c'est des choses que tu n'auras pas à faire plus tard et il y aura rien à rattraper. Donc, viens, on met tout en place dès tout en bas, et un coach mental et un coach technique, travaille avec les deux. Si les deux peuvent même bosser ensemble, c'est encore mieux. C'est un truc qui se fait pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Mais ouais, c'est ça qu'il faut en réalité. Si tu peux les structurer dès le début, c'est franchement ce qu'il y a de mieux. Parce que l'organisation, c'est quand même le gros problème qu'il y a dans la plupart des joueurs de poker que je vois qui veulent grimper, quoi. En tout cas, vas-y. Non, vas-y. Je vais dire, l'échantillon que j'ai est bien trop faible, mais dans tous les joueurs que j'ai côtoyés récemment, le seul joueur qui, lui, était à fond dans cet aspect mental, qui avait orienté tous ses investissements dans la technique, mais aussi dans le mental, il joue en L50 il y a quelques mois, enfin en fin d'année dernière, et il est déjà en NB. En gros, il a une ascension fulgurante. Alors attention, il est très fort, beaucoup de joueurs pourront faire le même parcours que lui, ils n'auront pas la même réussite, mais pour autant, à partir du moment où il le comprend tout de suite l'intérêt de ça l'aide à avoir une ascension bien plus rapide. De là à ce qu'elle soit fulgurante, c'est un autre débat, mais bien plus rapide, et ça j'en suis convaincu. Et je me demande aussi, par rapport à ta vision de la performance et comment tu encadres tes élèves ou tes groupes d'études, est-ce que tu penses que tu peux généraliser ce que tu leur proposes à travers une masterclass qui serait, du coup, qui s'adresserait à un public plus large, quitte à après faire du personnalisé? Ouais. Alors, je pense que oui. J'ai un énorme projet. Yes. Maintenant, tellement il est gros. Il est même d'ailleurs un peu trop ambitieux, mais je l'ai en tête. C'est vraiment de produire justement un contenu, on va dire, généralisé, donc théorique, mais avec la possibilité derrière de rendre les choses, on va dire, presque personnalisables dans l'apprentissage, etc. D'ailleurs, pour rendre hommage un peu à Lolo de PMS, c'est ce qu'on fait un peu dans le PMS. C'est très très bien. Peut-être juste le rendre, on va dire, sous forme de formation, sans lien direct, sans groupe, etc., comme il a fait. Donc, ce sera un genre de système hybride entre une masterclass et quelque chose de personnalisé. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus.
Ce que je pense aussi, c'est que ça manque de structure dans les masterclass qui sont proposées, en tout cas dans le contenu vidéo qui est proposé à l'heure actuelle. Il n'y a pas de viens, on te prend de tout en bas et tu fais ça dans le bon sens. Parce que regarder des vidéos mentales, ça sert à quoi? Enfin, pour moi, si tu mets pas les choses en place, ça sert à rien. Il y a plein de mecs qui ont lu les bouquins de Tendler, machin, et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, moi, ce que je dis toujours, je digresse un petit peu, mais ce que je dis toujours, alors je pense que de manière générale, l'expérience coaching mentale, pour qu'elle soit optimisée, il faut qu'elle soit individualisée. Il faut qu'elle soit, c'est du one-to-one, t'as pas le choix en fait. Après, si tu as envie d'aller voir du contenu théorique, bah très bien, fais-le. Ça va peut-être t'aiguiller sur quelques pistes. En tout cas, moi, pour conclure, quand je fais un coaching mental, j'essaye au maximum déjà d'optimiser ce coaching. Putain, je dis coaching mental alors que je veux plus utiliser ce terme. Même moi, j'ai le cerveau niqué avec ça. Mais globalement, ce que je dis aux gars, c'est que si c'est pour t'apporter du contenu théorique, t'as pas besoin de moi. Va regarder les vidéos Spin for Win, va lire des bouquins, t'as pas besoin de moi. Moi, je vais peut-être juste venir te les remettre en avant à certains moments, etc., ou te dire d'aller voir ça, etc. Mais jamais je vais passer 1 heure avec un gars pour lui apprendre un truc théorique. Enfin, il aurait payé pour rien. Juste, je vais t'envoyer le lien vers la vidéo, tu vas la voir. Et après, si tu veux, on débriefe ensemble de comment remettre les choses en place. Là, ce sera plus constructif parce que ce sera personnalisé sur une base théorique. Mais donc voilà, je réponds pas forcément à la question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en tout cas dans le coaching mental. Je suis hyper hypé là-dessus parce que il y a pas grand chose enfin, encore une fois, Lolo est très très bon et pour moi, c'est l'un des seuls mecs en tout cas qui a fait du bon truc là-dedans. Il y a quelques mecs qui sont émergents à l'heure actuelle mais que honnêtement, je ne connais pas, donc je dirais pas que leur taf est bon ou pas bon. Je pense à Step Up, je pense à Alexis, coaching, je pense peut-être à Audrey aussi. Il y a peut-être d'autres personnes que j'oublie, mais j'ai pas regardé leur travail sincèrement pour voir ce qu'ils faisaient. Mais je pense qu'on est tous un peu émergents et qu'en tout cas, on a chacun sa place à se faire. D'ailleurs, la concurrence est pas forcément là parce que peut-être qu'on aura tous notre place, il y a assez de joueurs et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a trop de trucs à faire et que je suis trop motivé pour tout péter là-dedans, quoi. Yes, ça déchire. Il y a une question dans le chat de Mathieu, qui est un abonné fidèle, qui nous demande si tu as coaché uniquement des joueurs de spin, ou aussi au final un joueur de cash game pourrait te contacter, même s'il considère que tu maîtrises moins le format et les swings qui sont propres. Mais il y a aucun problème. Enfin, pour moi, c'est vraiment pareil. Ouais. Yes. C'est vraiment pareil, puisque même si je maîtrise pas le format techniquement, en termes sur nos coachings, ça changera honnêtement pas grand-chose. Peut-être qu'il y a des petites informations que je demanderai plus à un mec de cash game qu'un joueur de spin. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais ce sera vraiment du micro-détail, parce que je connais quand même le poker de manière générale, je sais quel game et tout. Donc non, c'est pas que des joueurs de spin. Et là, typiquement, j'ai commencé du coup à coacher vers l'extérieur. Et sur les 5 personnes que j'ai pris que 5 personnes sur des trucs de 3 mois, sur des programmes de 3 mois. Il y a aucun joueur de spin sur les 5. Yes, stop. Yes. Et ton regard sur le monde de la formation, là, j'entends pas que la formation mentale, sur la formation du poker niveau FR, c'est quel regard tu as par rapport à ça? La formation générale poker sur le point. Ouais, la formation globale, poker, l'offre de formation et la qualité de formation pour les francophones. Alors, si je devais bien résumer ma pensée, je pense que la qualité des informations, elle est là. Contrairement peut-être en coaching mental, il y a encore du travail à faire. Par contre, sur la structure et la manière dont on transmet ces informations, on n'est pas bon. Genre, personne n'est vraiment bon là-dedans. Je prône pas un système éducatif ou comme on pourrait le faire dans l'éducation nationale pour le poker avec une formation, avec des chapitres, des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, il y a peut-être Nutser qui... J'ai plus une vision presque Nutser de ce côté-là, dans le sens où pour moi, l'apprentissage et la manière dont on va transmettre l'information sur une durée, à savoir 6 mois, 1 an, 2 ans, et ce qu'on veut faire de ce joueur via l'apprentissage qu'on va lui inculquer, cette structure-là, encore une fois, au-delà juste de l'information qu'on transmet, c'est important de savoir à quel moment on la transmet, comment on va la transmettre de manière à ce que la rétention soit la plus haute possible. Sur ça, on est nul. On est juste trop nul. Et honnêtement, c'est une bonne partie aussi de mes coachings, c'est d'aiguiller les mecs sur comment apprendre, en fait, leur apprendre à apprendre.
Et par exemple, moi, c'est un truc tout bête, mais il y a plein de mecs qui sont abonnés à Spin for Win, ils vont regarder toutes les vidéos de Spin for Win. Enfin, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu fais? C'est ni plus ni moins que juste du divertissement. Tu peux regarder une vidéo de Crazy Donkey sur Spin for Win si t'es joueur MTT. Si t'es passif dans le visionnage et que tu fais rien, et qu'après tu vas regarder une vidéo de la Twice et machin, et à droite à gauche comme ça, c'est ni plus ni moins que du Netflix du poker. C'est à 100%. Il n'y a pas de rétention d'informations là, en fait. C'est pas possible. Donc, ouais, apprendre à apprendre. Je pense que c'est délirant et que ça n'existe pas dans le poker. Yes, mais il y a aussi un phénomène. Bah, alors pour les joueurs professionnels, c'est différent, mais les joueurs qui consomment du contenu poker, quand ils le consomment, au moment où ils le consomment, c'est qu'ils recherchent aussi ce divertissement-là. Il y a ceux qui souhaitent progresser, mais qui ne le prennent pas par la bonne manière. Et il y a ceux qui ont besoin de ça aussi pour souffler, pour cool down, etc., etc. Mais... Ouais, mais pas ces vidéos-là. Je vois des vidéos Spin for Win. Ouais. Ou autre. D'ailleurs, c'est des vidéos théoriques et d'éducation. Donc, tu vas plus regarder un live play, à la rigueur, si ça te plaît, pour te détendre, si tu veux. Mais là, de la théorie, bosser du contenu, faut quand même réfléchir quand t'as des solvers sous les yeux. Ouais, je rejoins pas mal. En fait, c'est-à-dire qu'à la limite, tu regardes dans la tête d'un pro, tu vas regarder des Twitch, etc. Ouais. T'as envie de te détendre, ok. Enfin, moi, encore une fois, j'ai aucun problème avec le fait de se détendre. Hein. Je suis pas un bourreau y a pas de souci. Mais par contre, à mon avis, c'est un peu le prétexte de beaucoup de joueurs qui pensent travailler leur jeu. En mode, oui, bah comment tu travailles ton jeu? Ah bah, nous chez Spinit, on a des coachings. Oui, bah j'ai assisté à ce coaching-là. Oui, je suis allé voir cette vidéo de Spin for Win. Donc pour le coup là, qui est du contenu stratégique. Mais en fait, tu demandes à ces gars ce qu'ils ont retenu ou comment ils appliquent, etc. Il y a rien en fait, parce que t'es passif encore une fois, et c'est inutile. Donc oui, déjà segmenter en effet le divertissement de tout ce qui va être vraiment théorique. Mais là d'ailleurs, je réfléchis à un petit truc pour Spin for Win, mais voilà, avec ce rôle de manager du truc, mais je peux pas trop vous en dire, mais vraiment essayer de plus guider les mecs sur maintenant, très bien, t'es inscrit, t'as payé ton abonnement Spin for Win, comment tu utilises le site maintenant, quoi. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est ce côté un peu coach aussi en parallèle, mais juste comment tu t'en sers, quoi. Mais ça, je suis d'accord, parce que bon, Spin for Win, je le connais depuis quelques temps. J'avais même la masterclass Cash Game à l'époque. Ouais. Donc, je connais un peu. Et visuellement, c'est bien foutu. Moi, j'aime bien la charte graphique, etc. Tout ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai que ce qui manque dans les sites comme vous, comme Poker Academy, comme sites d'information, dans le domaine de formation, c'est comme tu dis une structure guidée, c'est-à-dire pour te former dans ce domaine-là, tu suis ce parcours-là, tu suis ça, et tu fais ça aux vidéos, etc. Parce que c'est vrai que les mecs bouffent de la vidéo, ils sont un peu perdus, donc tout d'un coup ils vont avoir du SBBB, puis tout d'un coup ils vont avoir du TG3bet, ils vont en avoir plein la tête, ils auront rien retenu, et ils auront passé des mois sans avoir vraiment avancé. Peut-être même régresser parce qu'ils seront encore plus perdus. Ouais, je suis totalement d'accord. On en revient à juste comment apprendre. Et même, en fait, j'irais plus loin que ça. C'est que, en fait, c'est comme si les joueurs de poker, on était les plus feignants et les plus bêtes pour apprendre. Parce qu'on n'a pas on n'a pas su comment faire. Et pourquoi? Parce que bon, on va pas pousser trop sur ce sujet-là. Mais même en réalité, à l'école, on t'apprend pas à apprendre. Juste, on te donne des informations et tu te débrouilles avec ça. Et let's go. Mais juste, qu'est-ce que j'en fais? Il y a plein d'études sur l'apprentissage. On sait que l'apprentissage, ça passe par 3 ou 4 étapes. L'encodage, la répétition, revoir le truc un peu plus tard, etc. Et en fait, il y a plus de mystère là-dessus. On sait très bien comment fonctionne le cerveau sur la rétention d'informations. À partir de ce moment-là, réfléchis, vois comment tu peux essayer de faire les choses aussi avec de manière empirique à côté. Il faut mettre en pratique ce que tu apprends, bien évidemment, mais et une structure d'apprentissage. Et ça, c'est clairement un truc aussi que j'essaye de transmettre, en tout cas, sur lequel on essaye de bosser avec le mec avec qui j'ai des coachings, quoi, parce que je fais un mix entre cette réponse-là et ce que j'allais dire avant, honnêtement, mais enfin, c'est même pas pour me vendre moi ou quoi que ce soit, mais l'accompagnement comme ça, que ce soit dans comment tu vas apprendre, comment tu vas te fixer des objectifs, comment tu vas en effet gérer tes émotions, ton stress, etc., etc. Mais c'est un game changer. Enfin, il y a même pas photo, en fait. Peu importe qui t'es, peu importe tes ambitions, c'est un game changer.
Toi, tu me parlais du mec qui jouait NL50 et qui jouait NL1K en 6 mois. Alors, en effet, quelle est la part du mindset, quelle est la part de compétences intrinsèques, etc. On sait pas et on va pas bullshit là-dessus. Mais c'est sûr que si tu t'intéresses à toutes ces structures, c'est un game changer. C'est sûr et certain. Ouais, je suis d'accord. Et on rentre vraiment dans une nouvelle ère pour le coaching du fait des IA dans tous les domaines. Comme je vois Benoît qui propose cette idée-là d'avoir justement sur un site comme Speed4Win un espace d'accompagnateur qui te suggère des vidéos dans un ordre précis avec un temps alloué au fait de regarder des vidéos. Aujourd'hui, tu peux même, pour la petite anecdote, tu sais, Benoît, il fait des coachings hyper poussés techniquement et il ne veut pas fournir les PDF, ces supports visuels, pour pas que les gens simplement les consultent. Et il veut que, tu vois, les gens aillent trimer en prenant des notes. Sauf que maintenant, il y a un petit malin avec ChatGPT qui nous fait un résumé, tu sais, en mode PDF. Mais bon, ça c'est le beau côté du truc, c'est que franchement il y a des outils incroyables à notre disposition, certains qui vont émerger, et je pense à ton projet, mais ça peut être incroyable par rapport à tout ce qu'on a connu. Et même si on fait le point de ce qui se propose maintenant et de ce qui se faisait il y a 5 ans, il y a 4-5 ans, c'est déjà révolutionnaire. Donc imaginons le futur ensemble et créons-le, c'est ce que tu es en train de faire, c'est génial. Ouais, non, clairement, trop d'accord. Et ouais, non, je suis totalement d'accord. Et le côté cool, très honnêtement, c'est que je pense que les coachings, moi, je dis toujours que les mecs, à terme, ils doivent travailler en autonomie, quoi. Et que un gars, très honnêtement, une fois que je l'ai eu pendant 1 an, enfin, parfois moins, mais de 6 mois à 2 ans, après, il a plus besoin tant que ça, parce qu'en réalité, il est déjà dans ce mindset, il connaît globalement tout. Ça veut pas dire qu'il a toutes les compétences théoriques, mais il ira chercher lui-même. Mais en fait, il est dans cet état d'esprit de bosser sur tout ça, sur cette macro-gestion, son mindset, etc. Et en fait, il a plus trop besoin de moi. Juste, on va s'appeler de temps en temps pour faire des points. Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a un avant, un après. C'est pour ça que voilà, le conseil que je donnerais, c'est intéressez-vous à tout ça. Essayez de voir comment vous pouvez vraiment améliorer les choses. Et une fois que vous aurez un pied dedans, vous vous rendrez compte, et là on revient à l'effet de Newfogard, à quel point ça peut être justement ce game changer au fil du temps, quoi. Et le premier pas, c'est juste de s'y intéresser, arrêter de penser qu'on est trop bon mentalement ou je ne sais quoi, ou que le mental c'est juste la gestion du type, parce que c'est vrai que... moi j'en suis convaincu, mais je serais curieux d'avoir le retour de Benoît sur tout ce que tu viens de dire, parce que lui a eu certaines fois, il n'était pas convaincu par tous les gens qui ont abordé le sujet coach de performance. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît, toi, du coup? Moi je peux être violent, ouais. Mais j'essaie de m'améliorer, d'être gentil avec tout le monde maintenant. Non, mais tu peux, moi je suis chaud pour débattre, il n'y a pas de problème. Non, je pense que et c'est dans tout domaine, à partir du moment où il y a des nouvelles formations, quelles qu'elles soient, qui s'ouvrent, il peut y avoir de tout, dans tous les sens. Et moi, contrairement à plein d'autres, je m'en fous de tout. Comment dire? Il y a beaucoup de critiques sur toutes les formations en France. Là, les formations dans le poker, quelles qu'elles soient, techniques, mentales, etc. Tout le monde se fait allumer. Et ça, j'aime pas, parce que à partir du moment où il y a un effort qui est fait avec des compétences, tu aimes ou tu aimes pas, mais tu peux respecter. Et j'estime que parfois, certains font des choses sans même avoir fait l'effort et n'ayant pas la compétence. Donc, dans ce cas-là, je peux être violent. Voilà, c'est le seul truc. Mais et j'estime que le mental, je vois tellement de gens, et on avait fait un questionnaire sur le Discord pour voir un peu les réflexions au niveau mental, donc vraiment l'aspect mental du poker, l'état des gens qui nous suivent. On a été surpris parce qu'on a eu beaucoup de réponses par rapport justement au nombre d'abonnés, abonnés de followers qu'on a. Et ça faisait peur parce que les gens, le côté plaisir était pas toujours là du tout même. Et je veux pas que ces gars-là ils tombent sur, tu vois, des apprentis par moment qui sont là, qui savent pas où ils vont et qui vont faire des choses. Donc c'est pour ça que souvent j'ai cette discussion avec souvent de temps en temps avec Germain, où c'est vraiment un aspect que je fais gaffe parce que j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes qui empirent plutôt que toi. Sachant que Benoît a consommé énormément de masterclass, que ce soit sur du .fr ou surtout à l'international. C'est pour ça qu'il a un regard quand même aiguisé sur les masterclass, mais pas les masterclass mentales. Je parle de masterclass générales. Et du coup, il a su prendre ce qui lui convenait et laisser ce qui ne lui convenait pas. Et du coup, il a un avis tranché sur ça. Mais sur Only Once, t'en as beaucoup aussi sur l'aspect mental.
Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que le sujet, ok, va éliminer ton tilt. Super sujet. Tu rentres là-dedans, tu regardes le truc, t'as fini, t'as perdu une demi-heure, 3/4 d'heure, et hop, tu passes à autre chose. Et comme tu disais, pour moi, l'aspect mental, il faut quelqu'un qui te suive. Ouais. C'est pas en regardant des vidéos que tu pourras t'améliorer. Si tu as une rigueur à toute épreuve, mais si déjà tu as cette rigueur-là, tu as juste besoin d'un tout petit coup de pouce. Mais si t'as pas quelqu'un qui fait du one-on-one, qui est vraiment présent, et c'est ce que font maintenant d'ailleurs les gros CFP, tout ça internationaux, ils fournissent un assistant à 100% des gars, autant théorique que mental, que de soutien psychologique. Voilà, pour moi c'est ça. Mais les vidéos, là, je voyais sur Run It Once, certains, j'ai regardé rapidement, et ça, faut arrêter. Et pourtant, Run It Once, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais là, sur l'aspect mental, il y a des trucs, je vois pas ce que ça peut t'apporter à regarder une vidéo là-dessus, quoi. Moi, je te rejoins totalement. Enfin, je te rejoins totalement. J'irais peut-être un petit peu plus loin, où je suis d'accord avec toi que déjà, il faut une rigueur qui est encore pire que dans la technique. Surtout le contenu théorique mental, hein. C'est-à-dire que tu peux transmettre un truc qui est ultra bon. Par exemple, il y a plein de vidéos, moi, qui me font marrer, en mode, je donnerai pas de nom ou quoi que ce soit, mais ok, les mecs sont très bons, même pas forcément que sur le .fr, hein, et ils vont transmettre des choses sur le mindset, même parfois très poussé très poussé, des bases de neurosciences. Allez. Ok, genre le cortex préfrontal, il sert à ça, c'est la raison pour laquelle quand tu fais ci ou ça, bah en fait c'est ce qui se passe. À 90%, le joueur de poker n'en a rien à foutre. Mais sincèrement, il en a absolument rien à foutre. Donc tu peux te branler la nuit entre guillemets avec des termes de neurosciences, etc. Et voilà, et un peu étaler ta science. Ce n'est pas de la bonne pédagogie, en fait. T'es pas en train de transmettre quelque chose de cohérent et d'important qui va être utile pour le joueur de poker qui regarde la vidéo. Donc, ça veut pas dire qu'il faut tout infantiliser, etc. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais la première réflexion qu'on devrait avoir quand on lance une masterclass, qu'elle soit d'ordre d'ailleurs technique ou mentale, c'est pas juste je vais prendre toutes mes compétences et je vais en faire une synthèse. C'est comment je peux aider la personne et transmettre les compétences de manière à ce qu'ils ressortent de ça avec un truc qui vraiment est insane. Pour moi, c'est la seule réflexion. Quitte à mettre de côté ton ego, parce qu'en fait, tu vas dire des choses parfois assez basiques, etc. On s'en fout, en fait. On s'en fiche. Et voilà. Et cet aspect pédagogique, on l'a très peu. On réfléchit pas, en fait. Juste vraiment, on réfléchit pas. Ouais, se mettre à la place de la cible, en fait. Ouais, exactement. Et Spin for Win, c'est quoi la suite, là? Parce que tu disais qu'il y a pas mal de projets, etc. Vous voulez changer des choses, améliorer des choses, créer de nouvelles choses? Alors, pour ceux qui écoutent, j'en ai pas du tout parlé avec toi avant, mais tu vois, les masterclass, par exemple, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une nouvelle masterclass cash, parce que c'est marrant. Moi, j'ai vu des critiques de cette masterclass cash game. Je l'avais trouvé, pour moi, au niveau de toutes les masterclass que j'ai pu voir, et j'en ai vu de toutes les langues, dans tous les sens, c'était une des plus propres. Ouais. Et je le dis vraiment, j'avais rien à gagner à le dire, et je l'avais payé de ma poche. Et franchement, mais non, mais parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir tout un noir quasiment. Bref. Et vraiment, je trouvais que les gars, vraiment, c'était Batmax et Crazy Yankee. Et franchement, les deux, ils avaient fait un des trucs les plus propres qui, même jusqu'à au présent, qui a été fourni. Donc, c'est pour ça que je me demandais, voilà, vous avez fait une masterclass, alors je connais pas le contenu, j'ai juste vu rapidement. Elle était bien présentée. Franchement, niveau marketing, c'est bien foutu. Mais pourquoi pas dans d'autres formats, peut-être, non, je sais pas. Ça va arriver, en effet, ça va arriver. Là, bon, c'est un peu plus off pendant l'été, mais ouais, en fait, je sais pas dans quelle mesure juste je peux dire les choses ou quoi, et du coup par précaution, je vais pas trop bas non plus. Ouais, non. Mais ce qui est sûr, c'est que il va y avoir, quand je vous dis d'énormes changements, c'est d'énormes changements sur Spin for Win. Genre dans 6 mois, Spin for Win ne sera plus Spin for Win que vous connaissez, ça c'est quasiment sûr. Et ben en tout cas, n'hésite pas à nous relayer les infos pour qu'on puisse les transmettre à notre communauté. Mais de toute façon, on sera les premiers à se tenir au courant de ce que vous proposez et à les relayer ces infos-là. Tu sais, il y a juste une question de la peste Wina, tu sais, qui nous demande, nous on s'intéresse souvent à ça en tant que genre de cash game, on a le luxe de pouvoir fixer la longueur de nos sessions.
Et si tu pouvais nous donner un petit tips par rapport, tu sais, comment le cerveau fonctionne, est-ce que l'idéal, c'est ce qu'on entend partout, faire jouer 1 heure, 5 minutes de pause, rejouer 1 heure pour... alors lui, il parle pour ne pas... pour être dans de bonnes conditions, ne pas être en surconfiance, mais en sous-confiance. Tu vois, le fait de faire une pause. Comment tu t'organiserais si t'es joueur de cash game? Quelle organisation tu conseilles à tes joueurs de cash game? Rapidement, bien sûr. Ouais, je vais essayer d'être synthétique, du coup. Courage. Ouais, c'est pas Si évident. c'est trop complexe, au final, on y reviendra une autre fois, t'inquiète pas. Ouais, non, c'est pas que c'est complexe, c'est que ça peut être un peu long, mais ouais, je vais faire l'effort vraiment de synthétiser ma pensée là-dessus. En gros, déjà, attention à ce qu'on peut avoir comme étude là-dessus. Par exemple, on sait que le système Pomodoro, on appelle ça comme ça, donc c'est 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, ou parfois 50 minutes, 10 minutes. Enfin, en tout cas, ces fonctionnements avec 25, 5, 50, 10 sont sont censés être optimaux, mais les études, pareil, elles se contredisent un peu, pour la concentration, etc., etc. Moi, j'ai plein d'autres contre-études qui montrent, par exemple, que du deep working 3 heures est la meilleure manière d'être productif sur une tâche. Voilà, donc sans pause, etc., etc. Il y a une donnée, par contre, dans le poker qui n'est absolument pas valable avec tous ces systèmes, c'est sur le fait qu'on est assujetti à plein d'émotions au fur et à mesure de la session, ce qui n'est pas le cas pour un entrepreneur qui est sur 3 heures de deep working. Il peut avoir une mauvaise nouvelle, il peut être en galère sur un sujet, mais en fait, en réalité, il n'y a pas d'éléments aléatoires totalement, tels que des bad beats ou je ne sais quoi, qui vont faire qu'il va y avoir des émotions trop fluctuantes. Donc, en fait, déjà, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse théorique. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment personne dépendante. Ça dépend des gens. Le seul conseil que je pourrais donner, pardon, parce que je voulais dire un truc, mais je le dirai après. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est peut-être en effet de commencer. J'aime bien ce truc de 55 minutes, 5 minutes. Pourquoi? Parce que en dessous, ça va peut-être être trop court pour une atteinte potentielle quelconque du flow, ou en tout cas de ce moment qu'on a tous vécu où vraiment on se sent super bien dans la session, tout se passe bien, etc. Donc laisser un peu de temps pour pour que ce moment arrive un minimum, ça c'est super important, pas faire des trucs trop courts. Et après, moi je dirais simplement qu'il faut pas s'obliger à se stopper. Peut-être qu'on peut en effet avoir ce modèle-là. Mais si on se sent très 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 bien dans la session, que tout se passe bien, etc., quel est l'intérêt d'impérativement cut au bout de 5 minutes, au bout de 55 minutes et de faire un break de 5 minutes? Aucun intérêt. Ça se trouve, tu étais dans un flow absolu et tu es en train de cut une dynamique. Enfin, je veux dire, il y a rien là-dessus. Enfin, il y a pas d'études, il y a rien. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que peut-être oui, commencer par ça et ne pas par contre hésiter. Si on se sent très bien, encore faut-il peut-être avoir l'expérience, la lucidité et le recul d'être sûr que vraiment on est stable émotionnellement, mais pourquoi pas simplement continuer, il n'y a pas de... Non. Et du coup, pour répondre vraiment à la question en termes de confiance, sur sous-confiance, etc., alors je sais pas si j'étais assez clair, il a mis, pour moi, il n'y a pas vraiment de lien, je capte pas forcément le lien entre confiance et sur-confiance par rapport au créneau, mais si tu veux dire par là, peut-être faire un point sur tes états émotionnels, peut-être c'est l'idée. Why not? Fais-le dans un premier temps. Quand t'es pas assez expérimenté, ça peut être une bonne chose. Mais de manière générale, je pense soyez assez flexible là-dessus. Par expérience, que c'est un sujet que moi j'ai pas mal eu pour moi, si ça peut l'aider, c'est que avec l'expérience, tu commences à savoir, à un moment, c'est surtout quand tu commences à chauffer, ça commence un peu à t'agacer, il y a un ou deux moves qui commencent à te chauffer, tu te dis, attends, pourquoi ça me chauffe? Alors que normalement, si t'as joué correctement, t'as perdu, c'est pas grave, mais t'as bien joué, donc y a pas de problème. Et si ça commence à t'énerver déjà là, tu te claques, tu fais une pause, 5-10 minutes, tu vas boire un café, détends. Même un café, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Une petite verveine menthe. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que si t'es bien, etc., et de toute façon, si t'es conscient que t'es bien, déjà, t'en es conscient. Donc, ça veut dire que t'as pas de risque à devoir couper maintenant si ça marche bien. Donc, autant continuer. Mais si tu sens que tu t'agaces et qu'il y a des joueurs qui commencent à te chauffer, sors. De toute façon, le joueur de poker doit prendre des décisions au niveau technique, mais aussi cette décision comment moduler son emploi du temps. Donc n'hésite pas à être courageux et à faire preuve d'une organisation qui t'est propre en t'inspirant de ce qui se fait déjà. Mais je trouve qu'en tout cas la réponse d'Alex était top parce que je m'attendais à ce que tu acquiesces en disant oui effectivement c'est comme ça les études le montrent, alors qu'en fait pas tant que ça. Donc j'aurais appris plein de choses à tes côtés. Je te remercie Alex et ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc waouh, top. Ça va vite.
Yes, ouais. Est-ce que, Benoît, je te laisse le mot de la fin, ce serait le moment de faire une bonne conclusion. Est-ce qu'on n'a pas de questions dans le chat particulière? Et comment on te contacte, Alex? Parce que j'imagine que les gens qui t'auront écouté auront envie de te contacter. Alors, je leur ai donné ton Insta et je vais le refaire dans le chat tout de suite. Et est-ce que c'est le meilleur moyen pour te contacter? Ouais, c'est vraiment le meilleur moyen. Pour faire un petit peu ma promo, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Un site web sur lequel il y aura pas mal de conseils, des formations aussi à venir. Et surtout, une chaîne YouTube qui va arriver très très prochainement, avec vraiment cette idée, comme je le disais, en fait, de transmettre quelque chose. Ça va être mon leitmotiv principal, c'est que je veux que chaque vidéo, tu puisses apprendre un truc et le mettre en application au maximum, quoi. C'est vraiment trop important pour moi. Ça demande le lien de la chaîne YouTube, je l'ai pas encore, mais elle va s'appeler Crush, qui est ma marque. On a déjà un Instagram, donc Crush, K-R-U-S-H, comme Crush mais avec le K en fait, au lieu du C. L'Instagram, il va peut-être pas être développé beaucoup pour le coup, donc c'est pour ça que je le mets pas en avant. Mais en tout cas, ça va être le nom de la chaîne YouTube et du site aussi, c'est ce que je peux dire. Et voilà, donc beaucoup de projets qui arrivent et ça va être. De toute façon, on te les partagera avec grand plaisir, tu sais. Ouais. Bah, c'est trop cool. Et franchement, ouais, merci beaucoup pour l'invite. Vous êtes vraiment cool, au-delà du contenu qui est très bien, comme je le disais. Donc, bah, ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Merci, ouais. Les performances, alors. Let's go, ça marche. Bonne continuation, les gars. Salut. Allez, ciao. Salut à tous.